Mesdames, Messieurs, après 4 semaines depuis le déclenchement de cette guerre de Gaza, quelqu'un qui est considéré comme le clé de voûte dans cette guerre vient de se prononcer. Hassan Nasrallah, ou Sayyid Hassan Nasrallah, le secrétaire général de Hezbollah, après 4 semaines de silence, d'interrogation, des questions, d'interprétation, voilà, Sayyid Hassan Nasrallah vient de se prononcer. Qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les messages pour les différents acteurs dans cette guerre? Quels sont les messages directs, les messages implicites, le non-dit? Pour répondre à tout ça, nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher conseiller, Dr Bassem Tahan, politologue, analyste, spécialiste du Moyen-Orient. Merci infiniment, Dr Bassem Tahan, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous faites bien de présenter Saïd Hassan Nasrallah comme la clé de voûte de ce conflit. C'est vrai qu'il joue un rôle très important et tout le monde attendait son discours, car comme vous l'avez précisé, ça fait quand même 4 semaines qu'il n'a pas parlé. Tout le monde l'attendait donc et apparemment il a retardé le discours parce qu'il savait très bien que Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, allait se rendre à Israël. Donc, comme dans son discours, il s'agit beaucoup des États-Unis, alors il a choisi cette date-là, et en plus, le vendredi, jour saint, après tant de martyrs, ce qui est important dans la mesure où la rue arabe ce jour-là se réunit dans les mosquées et évidemment attendait le mot de Hassan Nasrallah. Donc le timing, si je puis dire, est très bien choisi. C'est-à-dire, moi je m'adresse aux Américains en premier lieu et je n'ai pas peur de toute leur flotte et de toute l'aide qu'ils ont procurée à Israël. Avant Ça, c'est de, un point. avant de décortiquer le contenu, j'aimerais savoir comment expliquer ce silence qui a duré 4 semaines, qui a suscité beaucoup d'interprétations, des questions, des réactions. Oui, vous avez raison, mais vous savez, ce silence relève de la guerre psychologique. Comme on sait que le Hezbollah est une force qui a une puissance de feu très importante, donc on tenait en haleine, comme on dit les Israéliens, avec ce silence. On se demandait, tiens, est-ce qu'on va avoir une pluie de missiles ou pas? Et plus ça durait, plus au niveau nerveux, je dirais, ça a fatigué les responsables israéliens. Ils ne savaient pas sur quel pied danser, comme on dit, tant que Nasrallah ne s'était pas prononcé. Voyez-vous, donc c'est important, mais ceci dit, mis à part ce discours, le Hezbollah est entré en bataille depuis le 8 octobre, c'est-à-dire le lendemain. Évidemment, c'était des escarmouches au départ, mais au bout de 4 semaines, ben, ça devient de plus en plus sérieux. C'est-à-dire les accrochages sur le front nord d'Israël et sud-Liban concernent entre 100 et 120 kilomètres, hein, qui forment la frontière du Liban avec Israël. Et sur tout ce front de 120 kilomètres, le Hezbollah a bombardé tous les appareils d'alerte précoce, tous les appareils de surveillance, c'est-à-dire ce qu'a fait le Hamas en entrant à Gaza. Il a dû, n'est-ce pas, neutraliser ce mur électronique qui séparait Gaza d'Israël. Alors, il en est de même pour le Hezbollah. Pendant ces 4 semaines, jour après jour, les combats s'intensifiaient, hein, avec évidemment l'intervention d'autres acteurs
les légions d'Al-Qassam du Liban, les légions du Jihad du Liban. Donc, ils étaient pratiquement plusieurs de l'axe de la résistance, hein, qui intervenaient contre la frontière nord d'Israël. Alors maintenant, si vous voulez, venons au discours proprement. Hein. Quels sont les messages, l'analyse de la situation d'après Saïd Hassan Nasrallah? Alors, vous voyez, le message, à mon sens, le plus important, c'est que le Hezbollah est prêt à défendre le Liban et à aider Gaza, bien qu'il y ait face au Liban des porte-avions américains, des corvettes britanniques, toute cette présence occidentale qu'on a dépêchée pour menacer ce qu'on appelle l'union des fronts. Qu'est-ce que l'union des fronts? C'est-à-dire qu'il y a un front Gaza. Permettez-moi, docteur Bassem Tahan, surtout, il a insisté, il a été affirmatif, Saïd Hassan Nasrallah, en disant que Hezbollah est déjà il est impliqué, il est dans le terrain. Bien sûr. Oui, ça a Bien été sûr, affirmatif. Oui, non, mais il était impliqué depuis 28 jours, n'est-ce pas, comme j'ai dit le 8 octobre, et il reste impliqué. Mais impliqué comment cette fois-ci? Il a dit que si Israël ou les Américains pensaient à asséner une frappe d'anticipation contre le Liban, le Sud-Liban, le Hezbollah était prêt à répondre. Et il n'a pas simplement parlé de l'armée israélienne, encore une fois, je le répète, il a dit qu'il était prêt à s'attaquer aux forces occidentales qui mouillent face à Gaza, au Liban. Alors, est-ce que cette déclaration est irréelle? On a le droit de se demander qu'est-ce que le Hezbollah pour affronter un porte-avions avec son avion, avec un autre porte-avions qui arrive, avec des missiles qui interceptent. C'est là où on doit se dire, sans doute, qu'avec la réunion du ministre des Affaires étrangères iranienne et évidemment ce ministre qui a été également en contact avec Poutine, il est fort possible que le Hezbollah dispose de missiles, de différentes sortes de missiles, sous mer ou sol-air, pour s'attaquer éventuellement aux bâtiments de guerre occidentaux. Ce n'est pas exclu, voyez-vous, c'est important. C'est pour cela que et Macron et Biden n'ont eu de cesse d'envoyer des messages au Hezbollah, au gouvernement libanais, à l'Iran, à la Syrie, n'intervenez pas dans cette guerre. Des messages menaçants. Il a bien insisté exact. sur des messages menaçants. Menaçants et, comme vous le dites si bien, très personnels. C'est-à-dire, c'était clair, on allait neutraliser les chefs. Neutraliser dans le langage, n'est-ce pas, des services secrets, c'est carrément l'assassinat politique, quoi. C'est-à-dire les éliminer. Oui. Mais vous voyez, malgré cela, le Hezbollah a dit qu'il était prêt à intervenir. Maintenant, il a rassuré la population libanaise que ce ne sera pas lui qui va commencer contre les Américains et contre les Israéliens. Mais cela ne veut pas dire que s'il y a une attaque ou si on cherche le Hezbollah est prêt à répondre non seulement à l'armée israélienne, mais aux forces occidentales. Et ça aussi, c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire que le Hezbollah, sans découvrir l'arsenal militaire dont il dispose, il montre qu'il est capable de répondre aux deux. Donc, ça veut dire clairement qu'il a reçu de nouvelles armes capables d'affronter de nouvelles situations. Vous voyez? Je reviens à un point très important dans le discours de
Hassan Nasrallah, Saïd Hassan, c'est que la bataille du 7 octobre et ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux est une bataille décisive. Fasila, décisive. Ça veut dire quoi? Que rien ne sera aujourd'hui comme avant. Il y a eu un avant 7 octobre et il y aura un après 7 octobre. Et là, évidemment, il insiste sur l'attaque si bien ficelée du Hamas, mais il dit également que le Hezbollah et ce qu'on appelle l'union des fronts a aidé également le Hamas dans cette attaque. Ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire au niveau développement des missiles, au niveau armement, conseil militaire, technique. C'est clair que l'axe de la résistance, qu'est-ce qu'on entend par l'axe de la résistance? Alors, un rappel, hein, vous avez le Hezbollah au Liban, la Syrie, l'armée populaire irakienne, le Hashd al-Sha'bi en Irak, les Houthis du Yémen, Ansarullah, Ansarullah, oui. Ansarullah, et les Zaïdites du Yémen, n'est-ce pas, se sont engagés et on a vu qu'il y a eu des frappes, que ce soit en Syrie, sur le champ pétrolier de Deir ez-Zor. Il y a eu des frappes de missiles qui ont été interceptées par les Américains, mais c'était lancé par les Yéménites. Et il y a eu également des frappes en Irak, dans la base de Ain al-Assad, n'est-ce pas? Il y a eu donc, ça prouve que le Hamas n'est pas seul. Hein. Il y a, on dit, oui, l'axe de la résistance, c'est du blabla. C'est pas du blabla. Preuve en est que pendant ces 28 jours, on a eu quand même des attaques et ce n'est pas fini. Hein. Alors, Mais pourquoi malgré ça, il a insisté que l'initiative pour le 7 octobre, ça a été une initiative purement palestinienne, purement hamassite. Mais oui, la salle d'opération commune a été obligée de s'intégrer avec oui, les circonstances. oui, vous voyez, pourquoi il a dit ça? C'est pour montrer que bien que le Hezbollah soit un allié du Hamas, soit un allié de l'axe de la résistance et ce qu'on appelle du refus aussi. C'est le front du refus. Hein? Là, les deux notions se rejoignent. Le Liban, comme gouvernement, n'était pas impliqué dans cette affaire-là. Et ni le Hezbollah, c'est une initiative qui est partie du Hamas. Mais une fois partie du Hamas, ça ne veut pas dire que le Hamas va se battre tout seul. Hein. La preuve, c'est que... Oui, Oui, je vous en oui. prie. Est-ce qu'en plus de ça, il a voulu répondre d'une façon directe parce il y avait des voix à l'Occident, des voix aussi arabo-musulmanes, surtout du camp de normalisation avec Israël, qui accusent l'Iran de l'instrumentalisation de la scène palestinienne. Il y avait des explications qui ont été C'est vrai, c'est vrai. avancées comme quoi l'initiative, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui commande le Hamas. Il a voulu être affirmatif que c'est une initiative palestinienne, c'est une réaction palestinienne à cause de ce blocus qui dure d'une façon inhumaine depuis 20 ans, à cause de ce racisme appliqué par ce gouvernement fasciste de Netanyahu. Une réaction aussi pour les violations des lieux saints, etc. Est-ce qu'il a voulu, bien sûr, ça veut dire épargner l'accusation que l'Iran, oui, qui est derrière. Vous avez raison de soulever ce point, parce que dans les médias occidentaux, on accuse toujours l'Iran. Hein. On accuse l'Iran, on dit, ah oui, il y a l'Iran derrière, si le Hezbollah intervient ou n'intervient pas, c'est une décision iranienne. C'est complètement faux. Hein. Le Hezbollah est un parti politique indépendant.
il a des relations avec l'Iran, comme il a des relations avec le gouvernement libanais, hein, mais on veut, et ça dure depuis la révolution de Khomeini, diaboliser l'Iran. On veut diaboliser, sataniser l'Iran en disant oui, c'est toujours l'Iran qui est derrière. Regardez, ils ont donné l'attaque du 7 octobre a été décidée par l'Iran. Je ne le pense pas. Hein. D'ailleurs, même les Américains l'ont dit. Ils ne croyaient pas que l'Iran était derrière cette attaque, tout en affirmant évidemment que l'Iran aide le Hamas, a aidé le Hamas. Il en est de même du Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas décidé du 7 octobre, mais quand le 7 octobre a éclaté, a explosé, et on a vu que pour la première fois, hein, pourquoi aussi cette bataille est décisive, pour la première fois de l'histoire contemporaine des guerres entre Israël, les Arabes et les musulmans, voilà un groupe qui arrive à casser le mur de surveillance, à entrer, à prendre des soldats prisonniers, à revenir. C'est inédit. C'est quelque chose qui a étonné le monde musulman et le monde arabe du Golfe à l'océan. C'est pour cela que le Hamas est entré dans l'histoire. On a beau dire qu'il est terroriste, pas terroriste, tout ce que vous voulez, on ne peut pas nier qu'il a gagné une bataille contre Israël. Et cette bataille est décisive, dans la mesure où elle casse la normalisation, elle montre aux pays qui étaient en voie de normalisation, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, que c'est pas comme ça que ça se fera, c'est pas comme ça que... Non, on est là et on veut nos droits. Et en même temps, c'était une réponse aux pays qui ont normalisé. Hein? Oui. Les Émirats, le J'ai senti, Soudan... j'ai senti même un peu le sens de moquerie. Et c'était moqué des gens qui se prononcent en public hein, avec Gaza, etc. Je pense que le message a Oui, été pour Erdogan surtout et pour le oui, Qatari. oui, Et si Erdogan s'était prononcé pour Gaza, etc., en même temps, il livre Israël en légumes, il livre en gaz. oui, Les c'est vrai, Qatariens, c'est vrai. ils donnent le gaz. Cette hypocrisie et Hmm. l'absence d'émanation chez les leaders arabes et musulmans, vraiment, l'homme a Oui, été direct dans son oui, message. Hein. vous avez raison que quand on compare les discours de ceux qui tiennent de ceux qui soutiennent effectivement euh, la cause palestinienne et ceux qui s'en servent pour des raisons politiques, pour ce qu'on appelle la consommation locale, c'est-à-dire Erdogan Popularisme. rêve de recréer un empire ottoman. Erdogan rêve d'avoir le leadership des musulmans dans le monde. Alors, il se sert de cette affaire palestinienne pour redorer son blason. Mais il commet des erreurs. Et c'est là où on voit la grandeur de Sayyid Hassan Nasrallah et la petitesse de Erdogan. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Erdogan? Il a même dit que si vous voulez qu'il y ait une guerre entre la croix et le croissant, nous sommes prêts. Mais Oui. ça, c'est complètement déplacé. C'est pas une guerre de religion. Euh, vous savez, il y a même des chrétiens qui sont dans le Hezbollah. Le Hezbollah est un mouvement de résistance. Hein. Il ne s'agit pas de mener une guerre de religion, voyez-vous. Et c'est là où, bien que chiite, le Hezbollah a une ouverture humaniste et je dirais même à la limite laïque, puisque lui n'a jamais parlé d'une guerre entre la croix et le croissant. Hein. Mais les propos d'Erdogan sont cités pour avoir le succès auprès des musulmans radicalisés. Que vous voyez, moi je suis le champion de l'islam. Mais alors le Hezbollah s'est engagé le 8 octobre. Qu'a fait Erdogan? Il a peut-être pris la parole bien avant le Hezbollah, mais son discours, tout le monde s'en est moqué. Qu'est-ce qu'il a raconté pendant ces 4 semaines? Hein? Que c'est inhumain, ceci, cela, mais est-ce qu'il a vraiment aidé les Palestiniens de Gaza?
est-ce que, non, comme vous dites, il a continué à avoir des relations avec Israël. C'est-à-dire qu'Erdogan joue toujours sur plusieurs registres. Il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dans ce qu'il dit, c'est un discours de propagande musulmane de différentes tendances, disons, radicales de l'islam. Popularisme. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Oui, C'est oui, pour avoir du succès dans le monde arabe, dans le monde musulman, mais en réalité, il n'y a eu aucune aide effective, alors que le Hezbollah a perdu quand même une cinquantaine de martyrs depuis le début. Mais je vais revenir là. Tout le oui, monde s'attendait que Sayyid Hassan déclare la guerre. Mais il faut être naïf pour croire ça. Quand vous voulez faire la guerre, vous ne la déclarez pas forcément. Hein? Alors, à ce moment-là, où est l'effet de surprise? Hein? Mais ce qu'a dit Nasrallah est très important. C'est quoi? C'est que il va aider, évidemment, le Gaza et le Hamas et tout. Mais il faut voir comment la situation va évoluer. Tout le monde s'attendait à ce que Nasrallah, après son discours, envoie une salve de milliers de missiles contre Israël. Vous voyez? Mais c'est pas, tout ça n'est pas réaliste. Peut-être que un jour, avec l'évolution de l'offensive terrestre à Gaza, le Hezbollah sera appelé à lancer des missiles de longue ou de moyenne portée. La guerre n'est pas finie. Les Israéliens disent, ça fait un petit mois, mais on en a encore peut-être pour 2, 3 mois. Donc, qui nous dit que le Hezbollah n'attend pas le moment propice d'intervenir pour intervenir? Vous voyez? Et là, ceux qui annoncent cela, mais Hezbollah l'a dit clairement, qu'il était prêt, lui, qu'il était prêt non seulement à entrer dans cette guerre contre Israël, mais contre les Américains. D'ailleurs, dans tout ce discours, on sentait qu'il accusait sans cesse les Américains, que pour lui, cette guerre, cette réponse israélienne n'est pas israélienne à 100%. oui, Loin de là. il a été direct en accusant les États-Unis, en la C'est vrai. considérant comme l'acteur principal de cette guerre. Israël n'est rien que l'instrument. Ça veut dire que Exact. c'est une guerre, et il a bien précisé, l'ennemi principal pour lui, c'est les États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, évidemment, les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait de guerre régionale. Vous voyez? Parce que comme ils ont la guerre d'Ukraine, ils n'ont pas besoin d'ouvrir plusieurs fronts. Ce qui les intéresse en ce moment, c'est la mer de Chine, n'est-ce pas? Et la guerre d'Ukraine. Et au niveau financier, les Américains ne peuvent pas couvrir toutes ces guerres. Donc, ils essayent, n'est-ce pas, de rassurer l'Iran, même le Hezbollah, rester à l'écart, tout ça. Mais ce n'est pas eux qui décident le jour du jour où l'axe de la résistance et du refus va vraiment entrer en guerre d'une manière beaucoup plus engagée, je dirais. Parce que pour le moment, le Hezbollah n'a pas lancé de missiles. Et alors là, entre parenthèses, le Hezbollah, s'il lance des missiles de moyenne portée et de longue portée, c'est déjà un autre front différent du front Sud-Liban, nord de la Palestine. Voyez-vous? C'est-à-dire que à ce moment-là, comme le Hamas s'est attaqué à Tel Aviv, a lancé même à Haïfa, à Eilat, c'est-à-dire des missiles quand même de moyenne portée, de plus de 150 km, 100 km. Donc, le Hezbollah peut, mais il attend, il guette le moment où il peut intervenir et être vraiment efficace et reprendre l'initiative par surprise.
parce que là, il n'y a aucune surprise. Israël est là, elle attend le Hezbollah, et comme j'ai dit, il faut être naïf pour croire que Nasrallah allait tout de suite dire « je déclare la guerre et j'envoie mes missiles ». Voyez-vous, peut-être qu'il y aura une attaque contre les forces américaines et occidentales avant qu'il n'y ait d'attaque contre Israël. Hein, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Sur le Que, terrain, sur le terrain, sur le terrain, comment vous voyez comment vous voyez la perception des messages de Saïd Hassan Nasrallah de la côté israélienne et de côté occidental? Surtout que juste après le discours de Saïd Hassan Nasrallah, on a vu quelques réactions. Le président Macron a appelé à la nécessité d'une trêve humanitaire. Et il a appelé aussi à une réunion pour le 9 novembre concernant la considération, le respect des oui, conditions humanitaires. Alors que Macron, depuis les premiers jours, il a donné une carte blanche au nom au nom de l'obligation pour Israël, ce droit de défense, etc., à assassiner et à faire du génocide comme le oui. Premier ministre britannique, comme l'Allemand, etc. Comment vous voyez la perception de ce message de Hassan Nasrallah au niveau israélien et occidental? Alors évidemment, les Israéliens attendaient avec impatience les déclarations de Saïd Hassan Nasrallah parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas quelqu'un qui ment. Hein. Il jouit d'une crédibilité auprès des Israéliens et du monde entier incroyable. C'est peut-être l'homme politique et religieux qui est le plus crédible du Golfe à l'océan. Hein. Et ça, on s'en souvient depuis la guerre de 2006. Maintenant, cette histoire de trêve, voyez-vous, Netanyahou s'est toujours refusé à une trêve totale, c'est-à-dire à un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'il veut plus de massacres du peuple palestinien et il veut montrer à son peuple israélien qu'il s'est vengé et qu'il a sauvé la dignité de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'armée israélienne, le Tsahal, en allant à Gaza et en tuant des milliers d'enfants et de femmes. Finalement, quel héroïsme que de s'attaquer à des immeubles civils. Franchement. Hein. Et là, plus il s'engage dans Gaza, plus évidemment son aviation bombarde des civils. C'est pour cela que Macron, d'ailleurs, Macron traîne aussi. D'ici le 9 novembre, il y a quand même une bonne semaine où Israël peut continuer à massacrer les civils. Et ça, c'est une erreur. Et même les Américains ont fait comprendre à Netanyahou que si tu continues à bombarder les civils, l'opinion internationale va se retourner contre toi. D'ailleurs, on l'a vu, puisqu'il y a des pays d'Amérique du Sud qui ont rappelé leur ambassadeur. La Bolivie a carrément rompu ses relations diplomatiques avec Israël et de plus en plus, même dans les universités américaines, il y a tout un mouvement de jeunes qui arrachent les posters d'otages ou de propagande ou des posters pro-israéliens. Ça inquiète l'Amérique et ça commence à peser dans la balance. Parce que si Biden veut gagner les élections qui arrivent, il ne peut pas avoir sur le dos tout ce mouvement qui s'est opposé à la guerre en Israël et à son rôle. Parce qu'on sait très bien que dès le peut-être troisième jour, Israël a reçu de nouveaux missiles. Hein, et il y a eu un pont aérien. Les Américains ont livré à Israël des missiles qui, n'est-ce pas, sont capables de détruire 35 mètres sous terre, mais si vous voulez, c'est pas si efficace que ça, puisqu'apparemment les tunnels creusés à Gaza sont à une profondeur d'une 60aine de mètres. Mais ces missiles ont servi à quoi?
à détruire les immeubles de civils. C'est pour cela qu'il y a tant de civils morts, plus de 10 000, voyez-vous. Donc, Nasrallah, en insistant sur le caractère décisif de cette attaque, cette opération du 7 octobre, remet les pendules à l'heure pour la cause palestinienne. C'est-à-dire, ceux qui vont normaliser, ôtez ça de vos têtes, oubliez cela. Il faut revenir à une application des différents articles d'Oslo, et je dirais même plus au-delà d'Oslo. Aujourd'hui, les revendications de l'axe de la résistance de l'Iran, de Damas, du Hezbollah, des Yéménites, c'est au-delà, c'est-à-dire reprenons les frontières de 67, hein, et là, il y a une lueur d'espoir pour ce peuple arabe qui, depuis tant de guerres, a perdu contre Israël. Et là, avec cette victoire relative, évidemment, mais très importante par son caractère inédit, le peuple arabe, la rue arabe, va commencer à s'opposer à ses chefs, ses présidents, ses princes et émirs s'ils ne s'engagent pas auprès des Palestiniens et s'ils n'arrêtent pas la normalisation. Et là, le Hezbollah, avec son secrétaire général Nasrallah, veille sur le grain, c'est-à-dire on ne va pas lâcher l'affaire. Détrompez-vous, on est prêt à mourir tous pour atteindre nos buts. Il a dit que lui est engagé. Maintenant, évidemment, il y a certains Libanais et d'autres qui ont normalisé, qui vont dire, qui vont essayer de tourner en ridicule Nasrallah en disant où sont tes missiles, pourquoi tu n'as pas balancé tes salves, tu ne fais que faire des déclarations et des analyses, on veut entendre tes missiles. Mais une guerre, c'est pas un bouton, on appuie et on envoie les missiles. Ça, il faut encore une fois, la guerre, c'est une machine compliquée. Il faut jour après jour suivre la situation, voir quand est-ce qu'on peut frapper, quand est-ce qu'on ne peut pas frapper et attendre. Et moi, je crois que il faut attendre d'ici quelques jours. C'est ma conclusion un peu. Plus les tanks et les chars israéliens vont s'engager dans Gaza, plus Israël va se trouver dans une situation assez faible, et c'est peut-être que là, on aura une surprise de la part de l'axe de la résistance. Voyez-vous, la guerre n'est pas finie, et le Hezbollah est engagé. On ne peut pas remplacer le QG du Hezbollah militaire par des commentaires de journalistes de pays qui ont normalisé. Ils sont là pour faire une anti-propagande, hein, c'est-à-dire critiquer le Hezbollah, critiquer, on va vous dire oui, c'est des chiites, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Hamas incarne aujourd'hui une union entre les différentes familles de l'islam. Regardez par exemple, Oman. Oman n'est ni chiite ni sunnite. Ce sont des ibadites. Ils ont interdit qu'il y ait leur espace aérien aux avions israéliens. Et pourtant, vous voyez, c'est le pays qui passe pour être toujours un pays de réconciliation, d'efforts diplomatiques. Et comme je vous ai dit, ce ne sont ni chiites, ce ne sont ni des chiites ni des sunnites. Et pourtant, ils prennent position. Donc, le problème de la Palestine ne concerne pas plus les chiites que les sunnites plus que les chiites. Ça, c'est du blabla, ça. Ça, c'est les Américains qui ont cherché à détruire l'islam de l'intérieur, comme je l'ai toujours dit depuis 30 ans, dans mes conférences au Parlement français, à la Sorbonne et ailleurs. On a utilisé l'islam pour faire éclater cet islam. C'est bien eux qui étaient derrière Daesh. C'est Trump, le président Trump, qui le dit, qui accuse Obama, Clinton, qui dit c'est nous qui avons créé Daesh.
Et là, on nous dit, ah oui, le Hamas, c'est Daesh. Non, hein. Le Hamas n'est pas Daesh, ça n'a rien à voir avec Daesh. Hein. Le Hamas mène une guerre de libération de la patrie des Palestiniens. On peut, vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec ces méthodes, ok? Mais vous ne pouvez pas dire que ce sont les buts de Daesh que partage Hamas. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est pas vrai du tout. Moi, quand j'ai traduit, j'ai fait un résumé de tous les discours, n'est-ce pas, du nouveau calife Baghdadi, hein, j'ai montré en quoi tout cela était un peu fou. Hein. Qu'il allait aller à Poitiers, qu'il allait détruire Rome, qui allait persécuter les chrétiens et libérer l'Andalousie, tout ça. Mais c'est des propos irréels, utopiques. Hein. Par contre, le Hamas n'a jamais prétendu aller détrôner le pape, comme disait Baghdadi et je ne sais pas qui. Vous voyez, non, non. Il faut l'Occident, pour le moment, a un problème au niveau de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'il ne permet pas aux vrais experts, aux vrais spécialistes de cette guerre au Proche-Orient d'intervenir. Mais il faut voir que de plus en plus, il y a une pression de l'opinion publique face aux crimes d'Israël à Gaza, une pression pour que ce discours change, n'est-ce pas? Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, moi, je suis solidaire non seulement des Juifs de France, mais des Juifs du monde entier. Le judaïsme est une religion qui est citée dans le Coran. Hein, voyez, le problème n'est pas religieux, c'est pas vrai. Le problème est un problème de terre. Hein. On a chassé un peuple de sa terre. C'est tout à fait normal qu'il y ait des organisations qui revendiquent la libération de cette terre. Surtout quand le monde arabe et musulman a laissé tomber leur cause. Et là, je dis, quand l'Iran s'engage et aide le Hamas, c'est pas de la publicité, c'est pas comme le discours d'Erdogan, pas du tout. Ils envoient des ingénieurs, ils apprennent aux ingénieurs de Hamas comment faire évoluer les missiles. Hein. Il en est de même pour les drones. Et vous voyez, moi j'ai l'impression que là, les États-Unis sont très embêtés par cette guerre. Parce qu'ils ont envoyé leurs bâtiments, n'est-ce pas, navaux, les porte-avions, les corvettes, mais ils craignent un dérapage. Et s'il y a un dérapage, c'est pas le moment pour eux. Hein. Ils sont trop engagés en Ukraine. Et là aussi, ils voient qu'il y a une entente entre Poutine et Téhéran. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, cette bataille de Gaza s'internationalise dans les bas-fonds, ou si vous voulez, ce qui sous-tend cette bataille, il y a des éléments internationaux qui jouent, d'entente entre Chinois, Iraniens, Russes, les pays du BRICS contre les Américains. Et ça, Hezbollah l'a très bien vu. C'est pour cela qu'il a accusé d'emblée les USA en disant c'est eux qui sont derrière. Arrêtez cette comédie. Israël, sans l'aide des États-Unis aujourd'hui, fait faillite. Au niveau économique, Israël a perdu au moins 100 milliards, beaucoup plus. Et plus la guerre dure, plus Israël va payer une dette très lourde au niveau économique. Parce que quand on mobilise plus de 300 000 réservistes, comment voulez-vous que le pays fonctionne? Hein? Mais Vous me suivez? avant les pertes économiques et tout, les pertes de l'image, de la crédibilité en voyant des enfants tués en masse, des femmes tuées, etc. Docteur Bassem Tahan, je vous remercie, vous étiez avec nous pour décortiquer
le discours de Saïd Hassan Nasrallah, secrétaire général de Hezbollah. On continue prochainement avec vous à évaluer et comprendre la situation. Je vous remercie infiniment et à la prochaine rencontre. Monsieur Abdel-Jalil, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer alors que je suis exclu de certains médias occidentaux. Bonne soirée à vous et à vos téléspectateurs. L'honneur, ça a été pour nous, pour ma personne, mais je préfère être exclu et être libre que être instrumentalisé et utilisé. Merci infiniment. Au revoir.